Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour cette vidéo hebdo avec un peu de géopolitique, évidemment, d'actualité sur les marchés et puis quand même pas mal de graphiques derrière pour voir où on en est et ce qu'on va essayer de faire dans les prochains temps pour du trading, de la gestion de portefeuille. Au niveau des news, des dernières news dans ce conflit en Iran qui n'en finit plus et qui tend à s'enliser. Donc, on a vécu, je vais y aller après sur les graphiques, hein, on a vécu une semaine quand même, la pire semaine sur les marchés pour les actifs risqués depuis 2025. Et puis même le pire mois, mars, on n'est pas, il reste encore 2 jours de trading, mais mars semble s'achever comme étant le pire mois aussi depuis là 2022, hein, où c'était un bear market. Donc là, les effets commencent à bien se faire ressentir parce que ça traîne et la parole de l'administration américaine et de Trump est de plus en plus quand même mise en doute, hein. Donc voilà. Au niveau des news, donc des dernières news qui vont pas trop aider pour l'instant pour la réouverture de la semaine prochaine, c'est que les Houthis au Yémen disent qu'ils vont rentrer dans le conflit, comme le montre cet article. Je vais vous le montrer rapidement. Euh, Si jamais les frappes continuent sur l'Iran, sur le Liban, etc., ils disent que ils vont ils vont eux rentrer dans le conflit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent bloquer d'autres routes maritimes qui vont gêner encore plus l'approvisionnement en pétrole. Donc ça pourrait mettre encore plus la pression, faire monter les prix du pétrole et donc créer une vague de panique supplémentaire, notamment sur les actifs risqués. Donc un peu de géographie, du coup, ça vous fera travailler votre géopolitique et géographie. Quand on parle des outils du Yémen, bon, alors donc le détroit d'Ormuz, hein, il est là, hein, donc le golfe Persique, donc qui va border le sud de l'Iran et au niveau pile ici du détroit d'Ormuz, donc le nord d'Oman et des Émirats arabes unis, et c'est la route après vers le reste des Émirats, Qatar, Arabie Saoudite, Koweït, Irak. Et l'Iran, bien sûr. Donc là, il y a 20% donc du pétrole mondial acheminé par voie maritime qui sort du Golfe Persique. Mais les Houthis du Yémen disent que eux, ils vont menacer aussi. Vous avez de l'autre côté l'autre embouchure au niveau de la mer Rouge, hein, qui longe aussi une bonne partie, donc cette fois de la côte ouest de l'Arabie Saoudite. Et donc, on a aussi de l'approvisionnement en pétrole clairement qui peut passer par là. En plus, vous avez le canal de Suez ici au-dessus, hein, en Égypte. Donc, c'est pas un cul-de-sac, alors que le Golfe Persique, c'est un cul-de-sac. Mais le Yémen est là, donc les Houthis, eux, ils peuvent être proches du Golfe d'Aden, par ici, là. Donc, c'est dangereux aussi pour les bateaux. Donc, voilà, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il faut voir comment les négociations vont avancer. Et puis, bon, bah, en ce moment, entre ce que dit l'administration américaine, Trump, les choses tout le temps contradictoires. Franchement, c'est compliqué de savoir ce qu'il en est. On a un marché qui est drivé par des news et on va le voir, hein, d'un moment à un autre, des fois, il y a des impulsions à la hausse ou à la baisse en fonction de ce que disent les uns et les autres qui peuvent se déclencher. Donc, on part sur les graphiques sans plus attendre. On va commencer par la crypto. Je vais rester essentiellement sur Bitcoin. Je vais laisser volontairement les charts simples, sans trop de fioritures. De temps en temps, j'afficherai quelques moyennes mobiles, mais on n'est pas là pour faire un cours d'analyse technique de toute façon. Mais là, sur ces vidéos hebdo, pour parler de zones logiques, là pour l'instant, je rappelle, donc là je suis en daily, sauf si je change d'unité de temps, vous le verrez. Date en abscisse et puis les prix en ordonnée. Voilà comment ça se passe. Donc sur Bitcoin, en daily, ici, après la lourde chute qui s'était terminée début février, en fait, on a l'air d'être dans quelque chose qui peut s'apparenter malheureusement à un bear flag pour l'instant qui ramènerait vers une nouvelle baisse et pour aller faire de nouveaux plus bas. Ceci dit, pour l'instant, à plus court terme, on voit qu'on a pris un peu une liquidité intermédiaire qui était le dernier swing low en daily, sous 65 500 dollars. Pour l'instant, le rebond est timide. On verra. En tout cas, ça a remis, quand on regarde d'ailleurs au passage, si je regarde rapidement les volumes sur Bitcoin, on n'a pas de volume particulier non plus pour l'instant, depuis le pic de la forte baisse de début février. Euh, ce qu'on, pour un scénario qui était un peu plus bullish, avec la zone que je vous ai mis ici, j'avais laissé des niveaux FIBO aussi de la dernière baisse, hein, de cette baisse-là depuis janvier. Euh, on avait des niveaux de 50% de retracement, enfin ce qu'on appelle la golden pocket entre 0,5 et 0,618 de retracement d'un mouvement. On pouvait
se dire que ici, là, à cet endroit-là, là, au niveau du 23-24 mars, on faisait un higher low daily par rapport au plus bas du 9 mars et qu'on rentrait dans une tendance intermédiaire journalière pour aller chercher une zone de polarité ici, vers 78 000, 80 000 dollars sur Bitcoin, qui correspondait d'ailleurs, je l'ai matérialisé manuellement ici, à une zone d'imbalance là, et qui était un support de novembre aussi. Mais là, avec le mouvement qu'on a fait jeudi et vendredi, donc les 2 derniers jours, ça semble un petit peu invalider ce scénario. Donc à voir, mais clairement, comme disent les Anglais, c'est burdens on the bulls. C'est vraiment les acheteurs qui doivent tout prouver là en ce moment. Si je zoome un petit peu plus pour vous montrer à court terme, donc on a fini la semaine quand même très bas, hein, de toute façon sur tous les actifs risqués, y compris sur la crypto. Là, on tente un rebond horaire, mais de toute façon, il y a beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que pour venir vers les 70, 71. Maintenant, ce qu'on pourrait voir à court terme, ce week-end ou en début de semaine pour les cryptos, c'est un rebond pour revenir travailler des zones d'imbalance, notamment ici. Donc, si le mouvement est très faible, on pourra aller vers 67 et puis s'arrêter tout de suite en comblant la première imbalance et on repart en bas. Et puis, on peut, quand même, si on a un rebond un peu plus punchy, aller rechercher cette zone-là, peut-être même aller chercher de la liquidité proche de 70. Mais même là, en fait, les bears pourraient ensuite reprendre la main et créer même un lower high horaire, hein, par rapport à cette zone de travail ici du début de semaine. Quoi qu'il en soit, après, si on enfonce clairement de nouveau les 65 500, 65 000 dollars, j'en finis là pour Bitcoin, bah clairement, après, c'est des zones de liquidité à aller chercher, on les voit très bien ici. Donc autour des 63 000, ici autour des 62 500. Et puis si ça après c'est enfoncé, bah c'est rendez-vous sur des plus bas. Hein, ici, donc on va parler tout de suite de la zone entre sous 60, entre 55 000 et 60 000. Bon, après moi je vais pas faire comme certains des projections très long terme. On n'en sait rien, surtout en ce moment avec la situation géopolitique et la déclaration des uns et des autres. Mais clairement, ça commence de toute façon dans ces zones-là à être même des zones pour du swing, du long swing. Si on croit en Bitcoin, ça va être des zones qui sont de plus en plus intéressantes, hein. Donc voilà, je vais pas faire une analyse approfondie puisque ça sur Bitcoin, mais à court terme, vous avez ce qu'il faut voir sur les prochains jours, sachant que globalement, on est quand même dans une situation, sauf s'il y a de nouveau quelque chose d'incroyable qui se dit ce week-end de très positif et de très concret, ce qui a jamais été le cas pour l'instant. On est dans un environnement, ce sont toujours les vendeurs qui ont la main. Donc, il y a une probabilité non négligeable qu'on retourne vers les 60 000 à minima, hein, voilà. Maintenant, si d'ici là, comme je dis, on a quelque chose de très positif, bon bah voilà, ça voudrait dire qu'on a tenu ici cette zone, c'est cette zone-là, ce swing low daily qui a tenu, et en fait, tout d'un coup, les bulls vont commencer à renverser la vapeur et à repartir. Et après, on réévaluera le scénario. Il ne s'agit pas de jouer au devin, il s'agit de s'adapter le plus rapidement possible au scénario qu'on voit à chaque fois. Donc maintenant, je passe à la partie un peu indice boursier, finance traditionnelle, gros morceau. Donc le S&P 500. Hein, là, voilà. Bon, ça se passe de commentaires dernièrement. Vous voyez que on tentait de résister. Et puis là, en fait, sur les 2 derniers jours, je suis toujours en daily. C'est plutôt baissier. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Si je tente de résumer un peu cette semaine assez déprimante pour les actifs risqués. Lundi, on a Trump. Et ici, c'était la journée du lundi 23 mars. On a Trump qui nous fait le coup de dire il y a des discussions et des négociations en cours avec l'Iran, c'est super. Et puis en fait très rapidement on se rend compte encore une fois qu'il embellit un peu la situation à sa sauce et que derrière l'Iran dit bah nous on écoute d'accord mais on est loin d'être d'accord avec ce qui se passe et ces négociations. Et puis pour l'instant c'est non. Puis les frappes continuent et on finit la semaine quand même très bas, hein, avec la rumeur de, comme je vous ai dit, donc déjà les annonces des Houthis, il y a aussi la rumeur de soldats américains en grand nombre qui seraient envoyés sur le terrain. On ne sait pas trop ce qui va se passer par rapport sur l'île de Kargarland, comment vont se dérouler les négociations. La Turquie et le Pakistan essayent de faire office de médiateur, mais pour l'instant c'est pas très concluant. Donc là on finit au plus bas. Alors, ce qu'il faut voir sur le long terme, hein, quand même, pour pouvoir éventuellement prendre des décisions, c'est que là si on dézoome sur les indices américains et là le S&P 500, ici en 2025. Ok, on avait les plus hauts de 2025 avant la crise des droits de douane, la forte crise des droits de douane de l'année dernière avec Trump. Je vous rappelle quand même que cette crise des droits de douane, ça avait fait baisser les indices de plus de 20%, ce qui n'est pas rien, hein, franchement, sur les indices américains, sur un indice comme le S&P 500. Pour l'instant, ici, depuis les plus hauts, qui étaient en fait les 7000 qu'on n'a jamais vraiment franchi
clairement. La baisse maintenant, depuis les plus hauts sur le S&P 500, c'est 9%. Pile au-dessus des 10%, 10% officiellement sur les indices, on dit ça y est, on est rentré dans une phase de correction de marché, ce qui n'est pas rien. Vous verrez que pour le Nasdaq, on est déjà en phase de correction. Pour le S&P 500 qui est plus global, on est à la limite. On est à la limite. Mais bon, vous voyez quand même déjà cette grosse crise, c'était 21, 22%. Là, c'est 10. Alors, là où je voulais en venir, c'est que cette zone, de toute façon, du S&P 500 autour des 6200 points, pardon. Bon, je dessine mal, vous ferez pas gaffe avec la souris, là, c'est catastrophique. Mais en gros, ici, cette zone, 6200 à peu près, c'est une zone de polarité, puisque c'était la résistance avant. On pourrait très bien, si on a une dernière phase de panique, effectivement, aller chercher cette zone et finalement aller faire au moins un rebond daily. Après, je dis pas que ce sera déjà le retour vers les records, mais ce sera une occasion temporaire de se positionner et de tenter des swings pour jouer une accalmie, un règlement de la situation, finalement des négociations, etc. Donc voilà, parce que même dans un bear market, c'est violent, mais de temps en temps, on a quand même des rebonds. Si vous regardez le bear market de 2022, vous voyez que par moment, comme par exemple ici, vous voyez qu'on a on a des rebonds dans le bear market qui sont des fois pas négligeables. Ici ou encore ici, ok? Notamment deux très notables en 2022. Ça n'a pas empêché d'aller plus bas avant de finalement retourner clairement la tendance. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense que c'est à peu près tout sur le S&P 500. Je vais pas rentrer en horaire. Si ce que je voulais vous montrer par rapport, on va dire, aux tendances, si je remets les moyennes mobiles, donc là, on les a perdus, hein, c'est vers les 6500. De toute façon, on a enfoncé le lot de novembre 2025 et en même temps, c'était des moyennes mobiles long terme. Donc là, vous voyez qu'on est passé en dessous. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que à chaque fois, on a fait beaucoup de yo-yo au début du conflit. Et vous voyez qu'on a vraiment commencé à décrocher depuis fin février, hein, c'est-à-dire le début du conflit, hein. Là, vraiment, on commence à décrocher plus lourdement, avec des rebonds qui, à chaque fois, vous voyez, en vert, sont rejetés par, là, c'est une moyenne mobile exponentielle à 12 périodes, donc 12 jours. Et voilà. Donc, en fait, moi, je vais surveiller notamment cette moyenne mobile parce que quand on fera vraiment une clôture daily franche au-dessus, éventuellement, bon, là, je fais quelque chose de purement illustratif, mais ça pourrait vraiment nous dire que quelque chose est vraiment en train de switcher, que finalement, les acheteurs sont vraiment en train de reprendre la main et qu'on peut passer à des modes d'achat à plus ou moins court ou long terme avec beaucoup plus de conviction. En attendant, il vaut mieux rester quand même un peu plus défensif, hein. Je fais rapidement le Nasdaq, pareil sur des contrats futurs. Donc le Nasdaq, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, en daily, je vais dézoomer. Je vais enlever ça aussi, hein. Lui aussi, il a perdu ses moyennes mobiles là à long terme. Il est repassé sous le niveau de novembre. Il est plus volatile, c'est normal. C'est l'indice de la tech US. Lui, comme je vous disais, voilà, on est plutôt vers les 11-12%, moins 11, moins 12 depuis les records sur Nasdaq. Donc zone officiellement de correction. Par rapport au S&P 500, globalement sur le long terme, c'est à peu près pareil. Vous voyez le décrochage des droits de douane. Le niveau de polarité, lui, sur Nasdaq, c'est 22 250 points. Et oui, et là, je vous signale qu'on a fini la semaine à 23 250 points, donc il reste encore 1000 points finalement, hein. 1000 points, c'est plus, non, pardon, c'est pas autant que ce qu'on a perdu justement sur toute cette semaine depuis le haut de la semaine, hein. Voilà, c'est plutôt carrément dans les 1004, 1500 points qu'on a perdu. Donc vous voyez que ça peut aller assez rapidement, même en début de semaine, si on a une phase de panique avant finalement de se reprendre, on aura une zone de polarité. Pour moi, c'est clairement une zone où il faut chercher éventuellement à se repositionner sur les indices, sauf évidemment si c'est la catastrophe. Moi, j'espère pas ça, franchement, à chaque fois, hein. Donc, mais sauf si on a quelque chose de grave dans l'escalade du conflit. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que cette semaine, sur les actifs risqués, du coup, le sentiment est très dégradé parce que c'est la pire semaine depuis 2025 avec la crise des droits de douane et on va achever donc le mois de mars, un des pires mois depuis le bear market de 2022. Donc voilà, là je voulais le redire en l'illustrant avec les graphiques. Voilà, je vais pas faire les indices européens, je ferai plutôt des valeurs individuelles. On va plutôt passer à la partie commodities, matières premières parce qu'il y a aussi beaucoup à dire, à commencer évidemment par le pétrole. Donc là, pareil, je précise que je suis sur les contrats à terme et que je suis sur le pétrole américain, le WTI. Là, je vais pas faire le Brent, qui est plutôt l'équivalent, on va dire, du pétrole de la mer du Nord, donc Europe. Là, je regarde le WTI parce que quand même sur les marchés, c'est aussi ce qui est beaucoup regardé. Donc en daily, la situation est très claire, elle illustre clairement hein, cette phase de stress. On voit ici, lundi 2 mars,
Premier jour de cotation après le début de la guerre en Iran. Au début, on a tendance à vouloir faire un peu confiance aux US qui disent que ça va être une opération éclair. On se rend compte au fur et à mesure que c'est pas du tout le cas. La semaine suivante, on a donc un événement de squeeze, d'explosion des prix du pétrole, le WTI qui a frôlé ici les 120 $. Finalement, Trump à chaque fois essaye de faire mumuse, hein, en essayant de désamorcer les choses dès que le pétrole monte trop, que les rendements sur l'obligataire américain montent trop, ça je vous le montrerai. Mais voilà, première fois là, ça désamorce beaucoup, hein, genre on va libérer des réserves de pétrole et tout ça, vous inquiétez pas, ça c'était ça le 9 mars. Et puis là, plutôt, bah, ce lundi de cette semaine, c'était ça y est, on négocie avec l'Iran, vous inquiétez pas. Et vous voyez que bah, là, en fin de semaine, tout le monde est dubitatif. Donc on repart clairement en haut. Et donc, ce que je voulais vous montrer sur le pétrole, il y a un niveau rentrant en horaire qui va être plus intéressant et mes algorithmes me le matérialisent. Vous voyez, on a eu donc le 9 mars, c'était l'explosion, hein, du pétrole avant de corriger sur l'annonce des réserves de pétrole. Et en fait, euh, on a une zone d'imbalance horaire ici qui est intéressante, à partir de 107 dollars sur le WTI jusqu'à 115, qui peut être donc une zone où en fait si on joue finalement après la désescalade du conflit, une zone pour shorter le pétrole. Ah, vous voyez, j'ai des alertes en temps réel, ça fait partie du direct sur Bitcoin là, mais c'est pas mal, ça remonte un peu. Euh, et donc Ici, on touche l'imbalance. Ça peut être l'occasion de rentrer en short, sachant que là, au moment où je vous parle, je vois qu'il y a quelques mouvements. Donc peut-être qu'il y a une news qui tombe là pendant le week-end. On verra. Je vais regarder sur les cryptos. On a eu un petit push, ouais, sur les cryptos. Faut voir. Faudra voir ce que c'est. Euh, bon, pas grand-chose à mon avis là pour l'instant pendant ce week-end, mais bon. Donc je disais, le pétrole ici, ça peut être une zone de short. Attention, hein, parce que si jamais on passe cette zone d'imbalance, là on ira clairement retester la TH et ça peut être de nouveau une zone derrière le signal que le conflit escalade, justement. Il ne se calme pas du tout. Bon, c'est à voir. Ça peut être le côté de jouer un short du pétrole ou de se désexposer de certaines valeurs pétrolières pour revenir par contre à l'inverse sur les actifs risqués. Parce qu'en ce moment, vous avez une corrélation inverse. Quand le pétrole monte, les actifs risqués, indices, crypto, ça baisse. Et inversement. Donc, c'est important de regarder cette corrélation là, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le pétrole. Mais évidemment, il faut attendre d'avoir des preuves de véritables désescalades concrètes avec des négociations et pas juste des tweets de Trump ou ses annonces sur son réseau de social, quoi. Voilà. Donc, à voir. Et évidemment, eh ben, il faudra se mettre beaucoup plus en mode risk off et défensif si jamais sur le WTI, on commence à faire des clôtures daily proches de cette mèche des 119, 120 dollars ou même au-dessus. Là, ça deviendra vraiment une phase où on price une explosion des prix du pétrole et une possible récession à venir. Au niveau du gold, je suis toujours sur les contrats à terme. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas fait office de valeur refuge. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup monté avant. Il y a eu notamment les événements de squeeze fin janvier sur les métaux précieux. Vous voyez, quand l'or était monté jusqu'à un peu plus de 5500 dollars, ici, fin janvier. Et donc, ce qu'on a fait, clairement, on a fait un lower high daily. Et là, on est tombé. En plus, on a renfoncé le plus bas qui était vers les 4400 dollars du 2 février. Donc l'or, pour l'instant, ne fait pas son rôle de valeur refuge. Il est à considérer finalement comme une partie d'actifs plus ou moins risqués à mettre en partie dans son portefeuille ou à jouer, commencer à rejouer en trading quand la situation iranienne sera réglée. Donc là, peut-être que c'était le point bas et que finalement on va travailler et puis repartir haussier sur l'or. Mais honnêtement, moi je ne veux pas jouer au devin, j'en sais rien. On pourrait très bien aller reprendre la liquidité sous les niveaux de novembre 2025. En plus, ça fait aller sous 4000 dollars sur l'or avant peut-être qu'il y ait un règlement du conflit
et que derrière on reparte haussier. Donc prudence hein, sur les matières premières. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'or. Je vais pas faire l'argent, c'est à peu près pareil. Je voudrais plutôt vous montrer le cuivre, qui à terme peut être intéressant à jouer aussi, parce que moi je pense que avec ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, on va avoir des pénuries, hein, notamment puisque si ça continue bien sur l'intelligence artificielle, les data centers, il va y avoir des besoins sur des métaux industriels comme le cuivre. Il peut y avoir une zone intéressante. Vous voyez que lui, il a squeezé un petit peu le cuivre aussi fin janvier ici quand il a dépassé les 6 dollars et même en se rapprochant, en allant vers les 6,50 $. Mais c'était beaucoup moins fort que sur l'or et l'argent. Donc pareil, en termes de volatilité, le retour de bâton est un peu moins fort aussi sur le cuivre. Donc il est un peu plus sympa à jouer. Après, on pourrait très bien redescendre même jusqu'à 5 dollars ici sur les contrats à terme sur le cuivre. Pour moi, ce sera très intéressant à jouer plutôt sur le moyen terme après pour jouer plutôt peut-être deuxième semestre 2026, commencer à jouer une pénurie notamment sur le cuivre. Hein, voilà ce que je vais vous montrer. Mais donc métaux industriels aussi à surveiller. Donc voilà, on a fait pétrole, on a fait argent, cuivre, c'est déjà pas mal sur pour les commodities, sachant que si vous voulez vous exposer un petit peu sur tout ça à la fois, vous avez des ETF comme voilà comme XME ici où cet ETF on voit bien que pareil depuis fin janvier les squeezes plus la guerre en Iran on corrige, mais tant qu'on maintient le niveau de novembre 2025 autour des 86 dollars sur cet ETF, on pourrait faire tout simplement un daily higher low voire un weekly higher low pour repartir ensuite, hein. Alors là, les métaux restent une narrative liée à l'IA qui sont intéressants à jouer pour diversifier, ne pas être que sur de la tech aussi, hein, ou sur des actifs ultra volatiles, ultra spéculatifs. Alors sur la fin de la vidéo, encore deux choses. Je vais vous parler des secteurs. Les secteurs, est très important pour voir un petit peu la tendance globale et pas se tromper. Donc c'est bien négatif, hein. Ici, l'ETF des Max 7 qui regroupe Nvidia, Apple, Microsoft, je vais pas tous vous les faire. Relative faiblesse, hein, vous voyez, par rapport aux indices, parce que cet indice des Max 7, lui, il est déjà revenu dans la zone de polarité de début 2025, avant le décrochage des droits de douane, de l'épisode des droits de douane de Trump. Ok? Donc ça veut dire qu'on est potentiellement, ce que je vais surveiller s'il y a une désescalade en début de semaine prochaine, je veux que cet ETF des Max 7 me montre la fin de la saignée, en fait, là, et qu'on commence à stabiliser sur cette zone, donc 55, je veux bien qu'on aille à 54, mais là, il va falloir se réveiller et commencer à faire un swing, à repartir en swing high, plutôt en daily. Et là, ça nous permettra un petit peu d'avoir de l'air sur les actifs risqués, de reprendre un peu du trade ou du positionnement haussier, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite retour aux ATH sur les indices ou sur cet indice des Max 7, mais qu'on peut très bien revenir sur des zones de polarité qui étaient d'anciens supports, plutôt vers les 60-62 sur l'indice des Max 7. Donc ça, ce sera important à surveiller. Pareil, je vais pas m'y attarder, mais si je vous montre les moyennes mobiles, lui aussi, hein, il a clairement perdu ses moyennes mobiles long terme. Donc on est plutôt là sur des zones de polarité et à surveiller ce qui se passe en termes de géopolitique. Ensuite, regardez en comparaison SMH, l'indice des semi-conducteurs, beaucoup plus fort. Là-dessus, on a les champions, on a les vendeurs de pelles de l'IA, les Nvidia, les Micron, tout ce qui est vendeur de semi-conducteurs, mais aussi vendeur de mémoire, etc. Donc là, vous voyez on a fait quand même une fausse sortie de l'ATH, mais là, on tend à vouloir résister, à tenir le support des 374 et on verra la semaine prochaine. Ça aussi, ça va me donner des signaux. Si on enfonce clairement le support sur SMH, il va vraiment falloir rester défensif, être défensif, peut-être jouer des shorts à court terme, parce que SMH, c'est des grosses valeurs dedans. Si SMH commence à décrocher, on perd clairement le support ici et on retourne en fait plutôt vers après des 340, des zones qu'on avait travaillées ici par le passé. Encore une fois, faut revenir moi à l'automne 2025. Bon bah ça va peser sur les indices, ça va peser sur le Nasdaq, ça va entraîner les actifs risqués dans une baisse, les cryptos y compris. À mon avis, sauf quelque chose de très spécial, c'est globalement ça que ça va déclencher. Donc voilà. Après, si on tient le support, bah, peut-être que SMH, lui, très fort par rapport à l'IA. Finalement, on fait un sorte de bull flag qui se verra encore mieux en weekly par exemple, mais là j'ai pas le temps de tout vous montrer. Et puis tranquillement après on va repartir sur des records et les marchés avec actifs risqués eux, seront repartis sur des phases haussières. Sur l'ETF des terres rares, c'est pareil, plutôt une relative force, mais avec un peu plus de volatilité, parce que c'est un secteur stratégique, mais avec des valeurs encore plus volatiles. Vous voyez qu'on a fait un style un peu en noir là, avec assez difficile, hein, tac, on fait une fausse sortie haussière, on prend la liquidité, on retombe, on reprend la liquidité en bas, on tend à remonter. Donc là,
Si on a une belle détente cette semaine, on pourrait continuer cette partie de ping-pong et retourner en haut pour aller chercher la liquidité au-dessus des 104 sur cet ETF des terres rares REMX. Après, la deuxième version, si ça rentre dans l'ordre, mais plus tranquillement avec toujours des doutes, on peut finir par faire ce que j'appelle le tightening range. Donc là, pour réduire les fluctuations, et après on choisira la sortie en fonction de l'issue, encore une fois, géopolitique, hausse ou baisse. Sachant que je trouve que les terres rares, hein, c'est un secteur stratégique sur lequel il faut se positionner. Un secteur qui lui tire à la baisse, c'est par contre IGV, c'est le secteur des logiciels. Malheureusement, le rebond ici n'a pas duré. Et là, on est vraiment au bord du gouffre, même si j'aime pas cette expression, avec un support qui a été testé plusieurs fois, même depuis 2024. Donc si la semaine prochaine on enfonce ça dans le scénario de panique, pareil, IGV, lui, va descendre d'un étage. Mais vous savez, le secteur des logiciels a forcément pas mal dégusté depuis le début de l'année et même depuis un moment, à cause de l'intelligence artificielle qui disrupte des business models. Maintenant, si tout s'arrange plus tôt, bah encore une fois, on tiendra définitivement ce support qui sera un support super important, des 78, 77, 78 sur IGV, et il nous servira de repères pour pouvoir construire des positions haussières. Voilà. Et par contre, bah, je vous montre à l'inverse des secteurs plutôt défensifs. Ici, c'est un ETF IUS pour les utilities, donc services aux collectivités, électricité, eau. Voilà, hein, c'est plutôt au plus haut. Vous avez l'ETF sectoriel classique de l'énergie. Là, ça se passe de commentaires. XLE, énergie secteur aux États-Unis, full bullish depuis le début de l'année, hein, clairement. Et je vais vous montrer sur certaines valeurs individuelles aussi. Donc là, ça fait partie des choses qu'on a un peu, qu'on peut avoir, qu'on peut jouer pour compenser sur les actifs risqués. Donc là, bon, ça va s'arrêter à un moment donné. Hein, là, quand on voit ce genre de montée et le fait qu'on soit complètement survendu sur sur la plupart des unités de temps surachetées, pardon. Donc XLE, au bout d'un moment, pareil sur cet ETF, on va, on va respirer. Mais maintenant, il a créé énormément d'espace pour pouvoir faire un daily, voire un weekly higher low. Et les valeurs énergétiques vont faire partie, moi, je trouve, en termes de diversification aussi par rapport à la tech US, de valeurs sur lesquelles ça va être intéressant de se positionner quand même dans les prochains mois, même prochaines années, pour aller chercher de la performance. Donc voilà. À l'inverse, XLF, les valeurs financières, vu que l'économie, on craint une récession, donc on craint de l'insolvabilité, le business des banques sur les crédits, etc. Euh, et là, on est en train d'aller chercher un support, mais on a quand même déjà beaucoup baissé sur XLF. À un moment donné, ça va respirer dans l'autre sens. Hein. Vous voyez, c'est deux exemples d'ETF qui sont inversement corrélés entre l'énergie là et les financières. Et à un moment donné, quand on aura vraiment une détente, ça va corriger sur XLE et ça va rebondir sur XLF. Donc voilà, là on est quand même déjà assez étendu inversement dans ces deux mouvements. Et donc je vais finir justement sur le choix les choses qu'il faut surveiller pour se dire si on passe complètement en mode défensif, risk-off, ou si au contraire il y a de la détente. La première chose, c'est donc le VIX, très important, l'indice de volatilité sur le S&P 500, appelé aussi l'indice de la peur, même si sa valeur est faite avec des options, mais je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on a clôturé la semaine à 31 sur le VIX et qu'à partir de 30 et au-dessus de 30, c'est déjà noté comme une zone de panique sur le VIX. Donc là, je suis toujours en daily. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des énormes spikes au-dessus de 30 et qui peuvent aller très haut sur le VIX, c'est pendant des énormes chocs de panique sur le marché. Le dernier en date, la crise des droits de douane avec Trump. Et vous voyez que si vous prenez tout le mouvement du VIX sur cette crise des droits de douane, c'est 250% de hausse sur le VIX. Ok. Là, on n'y est pas, mais on avait eu un premier spike le 9 mars, quand après Trump a voulu faire la désescalade par rapport à l'approvisionnement en pétrole on semblait retomber, mais là, on remonte. Donc la semaine prochaine, de toute façon, je vous le dis, si le VIX commence à s'installer au-dessus des 30 et faire des clôtures daily au-dessus des 30, ça va être vraiment risk-off. Ça pourrait être assez moche la semaine prochaine. Par contre, si on ouvre en gap baissier et qu'on tend à redescendre, on pourra être plus optimiste et haussier aller chercher des longues sur les actifs risqués. Ici, je me suis mis toujours, moi, mon repère. Vous voyez bien que, pour moi, sous des, entre 19, 20 et 30, c'est déjà zone de tension. Au-dessus de 30, donc c'est zone de panique. Si on retourne vraiment à 20, 19 et même en dessous, après on repart en ce qu'on appelle en rythme de croisière sur les indices US et le fait que les actifs risqués recommencent à s'apprécier sur le long terme. Vous voyez ce genre de phase ici comme en 2025. Là, voilà, c'est des phases bullish, clairement.
où c'est beaucoup plus simple de jouer des swings et même de l'intraday longue. Conditions de marché pour moi plus agréables dans ces cas-là, avec moins de stress. La deuxième chose à surveiller, le 10 ans américain, je parle bien du rendement sur les obligations d'État américaines. Vous voyez bien que là, en daily, en fait, depuis 2024-2025, on avait tendance à vouloir calmer les taux parce que, en plus, dans une économie surendettée, quand les taux commencent à être élevés, ça pose vraiment de sérieux problèmes. Et ça, je peux vous dire que l'administration américaine et Trump surveillent ça. En gros, pour pas faire trop long là encore, je l'avais dit par le passé, mais 4,50, déjà première zone où si on commence à s'installer au-dessus, moi je pense que Trump va essayer de tout faire pour désamorcer les choses, mais ça pourrait être un mauvais signal encore une fois et le fait que les actifs risqués vont subir. Et puis là, un vrai gros swing high qu'il y avait de tout début 2025. De toute façon, si on passe au-dessus de 4,80, là, la panique va aussi monter d'un cran. Et pourquoi? Parce que les gros institutionnels, si vous voulez, quand vous voyez du rendement comme ça sur les obligations, c'est pas bon pour les actifs risqués parce que déjà il y en a qui vont vendre leurs obligations parce qu'il y a des craintes de récession et puis certains gérants vont aller sur ces obligations parce que le rendement est élevé donc ils se disent quand vous commencez à avoir du 4,50 ou du 5% pour les grosses institutions c'est pourquoi je vais aller prendre des risques sur des actions qui peuvent taper du moins 20 du moins 30 si ça va pas alors que je place mon argent sur le 10 ans américain et j'ai 4,5 ou 5% annualisé, quasi garanti, hein, bien sûr, mais l'idée c'est de penser quand même que c'est garanti. Bah voilà, vous comprenez pourquoi quand les taux sont élevés, c'est moins favorable pour les actifs risqués. Et ensuite, le dernier, c'est l'euro-dollar. Je vous disais ça aussi. Bon, eh bien, l'euro-dollar, c'est le niveau des 1,14. Si jamais on tape, on passe en dessous, ça voudra dire que c'est le dollar qui devient la valeur refuge en fait et que les actifs risqués sont vendus. Donc on verra en attendant, on a rebondi, mais là en fin de semaine, pareil, on se redirige vers le support. Encore une fois, on verra la semaine prochaine comment ça va se passer. Entre le taux, ce que fait le taux 10 ans, ce que fait le VIX, ce que fait l'euro-dollar, ça va donner le tempo. Est-ce qu'on revient un peu acheteur ou est-ce qu'au contraire, on passe hyper défensif? Donc voilà sur l'euro. Et voilà, hein, l'indice dollar, de toute façon, c'est inversement proportionnel. Moi, je surveillerais DXY s'il commence à s'installer clairement au-dessus des 100, 100,5. Voilà, ce sera plutôt risque off. Voilà, j'ai pas le temps de vous faire des valeurs individuelles de type action. Je le ferai la prochaine fois. Je vous souhaite un bon week-end avec cette vidéo déjà, je pense, qui comporte pas mal de contenu. À bientôt. Salut à tous.